Bonjour à tous. Le printemps et ses couleurs reviennent égayer nos journées ensoleillées, les degrés montent, nos jardins fleurissent et nos arbres se couvrent de feuilles. Je voulais donc vous parler aujourd'hui du jardin et de son rôle central dans la société médiévale. Épisode 11, le jardin médiéval, une ressource florissante, c'est tout de suite sur Postscriptum. Postscriptum avec Éloi Sainteau. Tous les samedis à partir de 14h. De l'Éden au jardin suspendu de Babylone, des villas romaines au jardin de Versailles, l'histoire de ces carrés de verdure est liée de près à l'histoire de l'humanité. Aujourd'hui, c'est une approche médiévale de l'histoire des jardins, en passant par de multiples plantes que je vous propose aujourd'hui. Guimauve, Aigre-moine, Pimprenelle, Marjolaine, Lys, Armoisie, Angélique et Millepertuis, c'est au Moyen-Âge l'objet de la nostalgie du jardin originel perdu des textes fondateurs, le jardin d'Éden. Quelle ironie, c'est de par son propre fruit qu'il se verra confisqué à l'homme. Cet aspect religieux conféré au jardin à cette époque est symbolisé. En effet, une multitude de caractéristiques visibles et parfois même invisibles font référence à ce paradis d'Adam et Ève. Tenez par exemple le jardin des moines dans les abbayes est bien souvent au cœur de celle-ci, dans le cloître. Cette cour carrée entourée de galeries voûtées. Eh bien ce jardin-là a 4 côtés, mais aussi 4 chemins qui se rejoignent au centre. Ce chiffre représente les 4 fleuves qui entouraient le jardin d'Éden à l'aube du monde. Le Tigre, l'Euphrate, le Pichon et le Gihon. Ces 4 chemins forment une croix vue du ciel et au cœur de cette croix, bien souvent, se trouve une fontaine qui n'est pas sans rappeler la source de vie, l'allégorie de la fontaine de jouvence, une sorte d'abreuvoir spirituel d'où jaillit une eau vive et claire. Ce n'est pas pour rien qu'on dit qu'un moine s'abreuve de saintes écritures par la réflexion et la contemplation. C'est donc un endroit privilégié pour chacun où par la méditation l'on rétablit une communion première entre soi-même et la nature. Évidemment, le jardin apporte aussi de son fruit l'aspect utilitaire, surtout dans les abbayes où le savoir des plantes est très répandu. On décide alors d'investir les 4 carrés de ce jardin en cultivant toutes sortes de plantes. On surélève le sol de ces carrés pour faciliter le travail en rajoutant de la terre contenue dans des clôtures en plessis tressés. Ainsi catégorise-t-on les plantes en 4 espèces dominantes de plantes en fonction de leurs vertus. Les plantes médicinales sont appelées simples et détiennent à elles seules un carré spécifique. Pour n'en citer que quelques-unes, le pavot, Papaver somniferum en latin, est bien largement utilisé pour ses capacités tranquillisantes lors d'une opération ou autre blessure. Si vous êtes un fan de la série Game of Thrones, vous avez peut-être tilté, et oui, ce fameux lait de pavot que se refilent largement tous les personnages de la série pour leurs systématiques blessures et amputations pas très ragoûtantes est bel et bien véridique. Depuis bien longtemps, le pavot est considéré comme faisant partie des plantes à magie noire. Saint Hildegarde au XIIIe siècle, dont nous allons parler tout à l'heure, nous dit qu'en manger quelques graines suffit à vous faire tomber dans un sommeil profond. Aujourd'hui, l'usage en est très réglementé. En effet, c'est une plante qui est capable de produire une substance, l'opium. Passons cela avec l'absinthe. Non, nous allons pas faire le tour de toutes les drogues interdites en France, on va se pencher plutôt sur le côté thérapeutique. Elle est utilisée depuis bien longtemps comme vermifuge contre les maladies de l'estomac, contre les nausées et les maux de tête. D'un point de vue plus actuel, ce serait une des plantes retenues comme désinfectant et même comme potentiel médicament contre notre chère pandémie de coronavirus. Imaginez-vous, alors qu'attendez-vous pour en cultiver une petite plantation personnelle dans votre jardin ? La sauge, du latin salvare, qui signifie sans surprise sauver ou guérir, est la plante de base des jardins médiévaux. Tout le monde en avait, riche ou pauvre. Ses propriétés, ô combien multiples, lui ont valu la reconnaissance de toutes les civilisations. Les Grecs l'utilisaient comme digestif, et en étaient d'ailleurs très friands. Les Égyptiennes venaient accroître leur fertilité, soi-disant en buvant le jus. Les Romains, quant à eux, sont beaucoup plus sages, lui trouvaient plutôt des qualités contre les morsures de serpents ou comme tonifiant.
Charlemagne, lui, en fait mention dans son capitulaire des Willis en recommandant sa culture. C'est également la monnaie d'échange courante dans le commerce contre le thé chinois. Enfin, Louis XIV en faisait tisane à la cour, à toutes les sauces et à toutes les occasions. Enfin, la trouve-t-on sur tous les chemins de randonnée. L'Aquilée millefeuille est commune à toutes les campagnes. Selon la légende, c'est elle qui servit à Achille pour guérir ses blessures au cours de la guerre de Troie. Vous l'aurez compris, l'herbularium médiéval est très loin d'être amateur. Dans les 3 autres carrés de notre jardin, il y a le potager, puis le verger et enfin le jardin spirituel, où l'on cultivait des plantes d'ornement, des fleurs et toutes les autres plantes qui servaient aux messes comme les rameaux, mais aussi des fleurs bénites, entre guillemets. On a par exemple le lys, symbole de la Vierge, le bleuet, qui par sa couleur représente à la fois le ciel et le bleu marial. Il ne faut pas oublier la fameuse Rosa gallica, la rose française, depuis longtemps rattachée au sang du Christ. Enfin, nous avons la chrysanthème, qui par sa floraison automnale donne de sa couleur au rite funéraire du 1er novembre. Aussi n'est-il pas impossible de trouver parmi les couleurs de ce carré un peu d'ombre de la part d'un pommier, l'arbre d'Ève, et de retrouver la fraîcheur d'une fontaine, symbole de la vie. Revoici venir du printemps, l'amoureuse et belle saison. C'était un extrait du Printemps de Claude Lejeune, interprété par l'ensemble Douce Mémoire et Denis Rézendal. Vous écoutez l'émission Postscriptum avec Éloi Sainteau. Je voudrais vous parler d'un personnage loin d'être anodin au commun des mortels, un personnage aux multiples facettes révélant bien des talents. C'est bien sûr Hildegarde de Bingen, Sainte Hildegarde depuis sa canonisation toute récente en 2012. Alors elle naît noblement dans une famille de 10 enfants dans l'actuelle Allemagne en 1098. Et très tôt, vers l'âge de 3 ans, elle se trouve touchée par la grâce de Dieu, dit-elle. Attirée depuis son enfance par les phénomènes mystiques de la foi, elle rentre au couvent et reçoit le voile à 15 ans. Ce qui est étonnant, c'est qu'elle va consacrer toute sa vie de religieuse à l'étude des plantes, de leurs vertus, à la théologie certes, mais aux diverses sciences ou à la cuisine. Alors elle écrit, mais elle écrit aussi de la musique, de la très belle musique. Vous ne serez pas étonné aussi si je vous disais d'aller vous procurer le livre des recettes de cuisine de Sainte Hildegarde à la Fnac pour occuper vos week-ends, je vous assure, c'est loin d'être monotone et c'est très beau. Musicienne, botaniste, cuisinière, une femme de science et une écrivaine hors norme, Hildegarde a tous les atouts pour se comparer
à un Léonard de Vinci au féminin du XIIe siècle. Elle subit des controverses, on lui reproche de trop faire de musique dans son couvent. C'est vrai qu'à cette époque, seule la voix était tolérée comme instrument de musique dans les églises. Et à cela, elle répond que Dieu doit être loué avec tous les instruments de musique que les hommes sensés et ingénieux ont inventés. Quand elle devient mère abbesse, elle impose des règles assez inhabituelles, disons-le, pour les sœurs. Elles sont debout lorsqu'elles chantent, les cheveux détachés au vent, avec des bijoux dans les cheveux et aux poignets. Eh bien à cela, elle nous répondra que comme la mariée qui se présente à son époux, la religieuse doit se parer devant le Christ. C'est vrai après tout, c'est une femme révolutionnaire dans son genre. Pour en revenir à nos moutons, parce qu'il y a tout de même un lien par rapport aux jardins médiévaux. Dans son traité sur la botanique, elle décrit des aliments de la joie. On a le fenouil, sous quelque forme que l'on consomme le fenouil, il rend gai, donne au corps une bonne irrigation sanguine, une bonne odeur et une bonne digestion. Le clou de girofle est très apprécié d'Hildegarde, et jamais une recette ne manquera de mentionner le clou de girofle. Quand on a des maux de tête à répétition, des brûleurs d'estomac, elle nous conseille d'en consommer, car cela fait diminuer les risques d'hydropiésie suite à une inflammation intestinale. Elle nous donne aussi une recette, la recette des biscuits de la joie. Je me ferai d'ailleurs un plaisir de vous rattacher la recette à ce podcast pour que vous puissiez les essayer au plus vite. C'est qu'on en a besoin de la joie. Quittons Saint-Hildegarde pour finir avec les jardins, et une utilisation de ceux-ci légèrement moins monacale. C'est donc le jardin qui va servir de décor à l'amour courtois. Vous savez, ce fameux finamore, pour reprendre le terme de l'occitan des troubadours. Cette tradition qui veut le respect, l'honnêteté envers son partenaire empreint de valeurs chevaleresques pour atteindre la joie ultime. On en trouve des traces dans les poèmes occitans du midi de la France. C'est en quelque sorte le début des romans courtois très populaires dans les hautes classes de la société dont ils doivent beaucoup leur essor à Chrétien de Troyes et son fameux roman d'Arthur et de ses chevaliers de la table ronde. Cet amour courtois devient finalement une manière de vivre plus que d'aimer en réalité. Mais c'est toujours intéressant de savoir dans quoi a baigné cet art de vivre. Vous savez, notre fameux cœur, le symbole simplifié du cœur rouge dont on abreuve nos SMS d'aujourd'hui, par exemple, vient de la forme du lierre. Forme stylisée, certes, mais c'est sous ce lierre des jardins courtois du Moyen-Âge que les amants déclaraient leur flamme. Enfin, c'est ce que nous disent les romans courtois dans la pratique. Un peu plus tard, vers la Renaissance, on compose beaucoup avec ces jardins. Ceux du château de Villandry en sont un exemple somptueux. On peut voir un de ces parterres divisés en 4 carrés traditionnels, où l'on distingue les 4 phases théoriques de cet amour courtois. L'amour tendre en premier, l'amour passionné, vient ensuite l'amour volage, et enfin, l'amour tragique. Servant toutes les strates de la société et tous les siècles de l'histoire, le jardin est un millésime de la sensibilité de l'homme et de sa relation entre lui-même et le divin. C'était le jardin médiéval, une ressource florissante. C'était Postscriptum avec Éloi Sainteau. La semaine prochaine, c'est un sujet bien particulier que l'on va découvrir, la cour de miracle et les bas-fonds de Paris. D'ici là, une très bonne semaine à tous.